Notre prochaine communication est celle d'Audrey Leblanc. Les images font l'histoire, enquête sur la médiatisation de mai 68. Alors, Audrey Leblanc fait un doctorat sur l'image de mai 68 au LIVIC, donc dans le cadre de l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction d'André Gunther et de Michel Poivert, chargée de cours à Paris 3, animatrice de l'atelier des doctorants de l'école et membre du comité éditorial du média social d'enseignement et de recherche culturelle visuelle. Elle a à paraître prochainement, merci, La couleur de mai 1968, Paris Match face aux événements de mai et juin 68, dans l'étude photographique numéro 26, de même que sur culture visuelle, de la photographie d'actualité à l'icône médiatique, La jeune fille au drapeau, qui devient La Marianne de 1968. Autre texte à paraître, ou paru récemment, Manipuler l'image de presse, co-direction du numéro 6 de la revue Conserverie mémorielle, consacrée à la part de fiction dans les images documentaires en 2009. Donc, Madame Leblanc. Pas très utile de tout redire. Mais donc, bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs du colloque de m'avoir invité. Merci beaucoup aussi à mon directeur de thèse, qui est ô combien derrière tout ce travail. Donc, j'avais annoncé une intervention dont l'hypothèse était une rhétorique médiatique qui, par des numéros commémoratifs, donc sur mon étude de cas mai 68, où le principe des commémorations aurait structuré un imaginaire médiatique des événements. Ce corpus de 4 décennies anniversaires est encore en cours de traitement, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui sur une première comparaison entre la médiatisation des événements de mai 68 en France par Life et Paris Match, en m'attachant principalement aux numéros contemporains publiés des événements et aux numéros spéciaux de la fin de l'année 1968 qui font un bilan de cette année. En effet, en faisant cette comparaison, et je vous ai donné une chronologie sur laquelle on va revenir tout de suite pour un petit peu s'y retrouver, un numéro particulier de Life ressort, qui est donc le premier numéro dans la petite trilogie sur le bord de la chronologie, le Life Atlantique 68, les images mémorables d'une année incroyable, avec un numéro spécial double publié le 23 décembre 68. Donc, effectivement, les images iconiques de mai 68, on connaît en particulier cette photographie de l'étudiant pourchassé la nuit du 6 mai, comme une des images ou photographies emblématiques de l'événement mai 68 en France. Ici, je vous montre sa première publication dans le numéro de Paris Match du 18 mai. D'une part, elle est connue par le récit qu'elle raconte, et d'autre part, parce qu'elle est une photographie attachée à Gilles Caron, de la jeune agence Gamma, surnommée depuis le photographe de mai 68. Achetée par les rédactions presse, elle serait rentrée dans le circuit de ces rédactions et se serait imposée grâce à sa forme narrative synthétique des événements, les étudiants face aux forces de l'ordre répressifs. Pourtant, la consultation de la médiatisation des événements du printemps français par différents magazines révèle que ces images circulent de rédaction en rédaction, s'échangent, se monnaient et s'inscrivent dans une éditorialisation des événements par les différentes rédactions presse. C'est au sein de dispositifs complexes qu'elles prennent le sens que la rédaction choisit de leur conférer. Le cas de mai 68 s'offre ici comme exemple de ces circulations à plusieurs échelles. Les photographies s'empruntent, mais ce sont aussi des mises en page et jusqu'à des trames ou des structures narratives portées par les images qui circulent entre magazines. Donc, si on reprend avec la chronologie, pour qu'après on puisse suivre tous tranquillement, donc vous avez au-dessus la médiatisation par Life au moment des événements, en dessous celle de Paris Match, et la troisième ligne, c'est les fameux numéros bilan de la fin de l'année. Donc une vue d'ensemble de la médiatisation des événements permet de poser quelques repères. Paris Match traite les événements du printemps 1968 en une dans son numéro du 18 mai, le numéro 997, dans lequel la rédaction insiste particulièrement sur les événements du début du mois de mai. Puis, le magazine français ne paraît pas pendant un mois. La situation imposée par le mouvement social à la rédaction a 2 conséquences majeures. Une interruption de la publication de 4 semaines, qui pousse la rédaction à la republication du 15 juin,
à faire le choix d'une présentation des événements sous la forme du bilan et à une impression en majeure partie monochrome en raison des grèves affectant les imprimeries. Alors que l'hebdomadaire se distingue habituellement de ses concurrents par l'usage d'une iconographie couleur pour ses actualités, ce numéro attendu comme devant fournir la synthèse visuelle des événements déroule un film uniformément gris, dès son numéro du 15 juin 1968. Il les aborde déjà sous le mode commémoratif. Et donc c'est le numéro que j'ai encadré en jaune pour qu'on se serve de ce repère de couleur pour suivre les publications de match ensuite. La rédaction reprend par ailleurs dans ce numéro le récit des événements là où elle l'avait interrompu un mois avant, à savoir à la nuit des barricades du 11 mai. Autrement dit, le numéro en noir et blanc du 15 juin s'inscrit dans une suite artificiellement logique avec le précédent publié le 18 mai. Le récit de mai 68 ainsi élaboré est ensuite repris et reconfirmé par les 2 numéros qui suivent. Vous le voyez en couverture avec les titres « Histoire d'une révolution 1 »,« Histoire d'une révolution 2 », avec la jeune femme et le drapeau derrière. Dans le même temps, Life propose un premier reportage de 4 pages dans son numéro du 24 mai, puis consacrera 8 pages à ce que la rédaction titre « Le mal de tête du président français » dans son numéro du 31 mai. Tout reste encore ouvert à la fin du mois de mai et l'issue des élections législatives annoncées pour les 23 et 30 juin reste incertaine. C'est ce que Life traite dans ce numéro du 31 mai. Mais Robert Kennedy, qui brigue la présidence des États-Unis, est assassiné le 5 juin et Life ne parlera plus dès lors des événements français donnant la primeur à cette information. Donc c'est ce que j'ai essayé de signifier en les séparant un petit peu. À la faveur de leurs numéros spéciaux de fin d'année, bilan en images de l'année 68, les rédactions de chacun des 2 magazines reviennent sur le mai 68 français. Or, le numéro spécial publié par Life le 23 décembre, que lui j'ai encadré en rouge, propose une forme visuelle nettement caractérisée par des emprunts à différentes échelles de la proposition visuelle du Paris Match du 15 juin 1968. Donc je vous propose qu'on revienne sur ces différents emprunts. Donc, un premier emprunt qui se situe à l'échelle de la circulation des images. La rédaction de Life a envoyé des correspondants à Paris. Le reportage du photographe Bill Ray, par exemple, sur les journées de manifestations agitées du 24 mai, la 2e nuit des barricades, est disponible en ligne. Mais ces photographies n'ont pas été publiées, probablement à cause de l'interruption due à l'assassinat de Robert Kennedy, qui bouleverse les habitudes et les projets éditoriaux du magazine. Mais surtout, et sans véritable surprise, des photographies circulent entre les 2 magazines. Life prend chez Paris Match des photographies avec lesquelles la rédaction construit ses propres mises en page. Donc en bas, c'est la double page du numéro du 23 décembre. Toutes les photographies sont prises dans les Paris Match publiés pendant les événements. En effet, dès 1949, la rédaction de Paris Match, qui a son propre staff de photographes, organise ses ressources iconographiques en photothèque afin de commercialiser à la façon d'une agence de photographie ces images consignées par un système de fiches Bristol manuelles rangées dans des cardans. Ce système dure jusqu'en 1984, début de la mise en place d'une base de données numérique, mais les fiches manuelles continuent de servir encore aujourd'hui pour l'exploitation des archives du magazine. Or, les photographies que la rédaction achète aussi aux agences entrent dans le même circuit. Une fois payée, la photographie peut être réutilisée, en principe en redemandant l'autorisation, mais à Match comme c'est Match, pas besoin, me racontait le responsable actuel de la photothèque du magazine. Les témoignages de professionnels côté agence confirment ce fonctionnement implicite en insistant sur le fait que les rédactions presse ont conservé de nombreux originaux jamais rendus. D'abord par négligence, puis par choix devant la valeur croissante de ces photographies sur les marchés de l'image. La photographie avec laquelle on a commencé de l'étudiant pour chasser pourrait bien être de celle-là. Elle était en effet achetée et publiée par Match au printemps 68 et elle sera très régulièrement republiée par le magazine, souvent citée ou reprise dans sa mise en forme originale par Match. Le négatif, lui, est introuvable. Pour ce qui est des crédits, à l'époque, Match fait juste une liste des photographes qu'il crédite,
Au contraire, Life, dans son fameux numéro du 23 décembre, et dans les autres aussi, crédite très souvent Paris Match, les photos qu'il emprunte à Paris Match. Mais ces emprunts vont au-delà de la seule photographie reprise pour créer ses propres mises en page. D'autres pages dans ce numéro de Life montrent que cette circulation a lieu à l'échelle de la mise en page. Des doubles pages sont ainsi construites en utilisant les mêmes photographies que celles publiées par Paris Match au moment des événements, mais en les organisant de plus sur le même espace pour raconter pratiquement de la même manière la même histoire de la paralysie de la société générée par les grèves. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, mon code couleur, mais bon. Donc avec ici une exagération près, c'est que Life élargit la paralysie à toute l'Europe, alors que Paris Match parlait de Paris, dans la légende. Donc cette reprise de mise en page se joue aussi entre les numéros d'un même magazine. Ainsi, le numéro spécial de la fin de l'année 68, dans Life, reprend sa propre médiatisation contemporaine des événements en réutilisant des mises en page construites à l'époque, donc dans les numéros du 24 et 31 mai. Ces mises en page construites par la rédaction au moment des événements circulent et sont donc recyclées. Dans cet exemple, la répétition de mise en page reprend en décembre le récit du mal de tête du président français proposé en mai. Mais dans le numéro du 31 mai, le portrait du président français était utilisé en ouverture d'un reportage qui discutait l'état social de la France prise dans un conflit dont l'issue était alors incertaine. Ce numéro donne en effet une large place à la dimension sociale des événements français et aux revendications politiques pour une autre société. Si vous voulez, ça, je pourrais revenir dessus. Au contraire, lorsqu'elles sont reprises par la rédaction en fin d'année, cette mise en page construit le récit autrement. L'issue du mal de tête du président est désormais connue et l'ordre des mises en page n'est plus le même. Donc, dans la succession des pages, ce qui avait été proposé pour le 24 mai arrive à la suite de ce qui avait été proposé pour le 31 mai et ça ne correspond pas à la chronologie des événements. Donc, au-delà du constat d'une médiatisation de sa propre médiatisation des événements par le magazine, on remarque à ce stade, d'une part, que ce sont souvent les images d'un même numéro de Paris Match que Life mobilise quand il parle de mai 68 à la fin de l'année 1968, et d'autre part, que ces photographies font aussi sens dans l'organisation de la succession des pages, selon leur ordre de publication. Autrement dit, la succession des pages dans un même reportage participe à la construction d'une structure narrative visuelle. Et de fait, les emprunts entre rédactions se jouent aussi à l'échelle des récits visuels. Life reprend essentiellement, en effet, le premier récit rétrospectif et commémoratif proposé par Paris Match en s'appuyant sur les mêmes structures visuelles. Pour ce qui concerne les événements qui se sont déroulés entre le début mai et la manifestation unitaire du 13 mai, il va reprendre les propositions du numéro du 18 mai, mais beaucoup plus largement celles de celui publié le 15 juin. Donc cette trame narrative, à quoi ressemble-t-elle ? Elle se caractérise par quelques épisodes ou motifs répétés dans un ordre chronologique reconstruit par la rédaction de Paris Match. Dans ces motifs, on voit le duel entre les jeunes et les policiers, avec le motif privilégié de la barricade, le principe de la manifestation ou de la contestation, donc ce serait la 4e image dans notre succession, la figure d'un pouvoir préoccupé, ici à l'Assemblée nationale, on se tient la main, etc. Une société paralysée par les grèves, on en a déjà parlé, et le retour du général de Gaulle de Baden-Baden, donc c'est l'image avec les hélicoptères. Le retour du président donc de Baden-Baden, où il est parti pendant 24 heures pour consulter le général des armées dans le plus grand secret, et la confirmation de ce retour du président aux manettes du pouvoir par la photographie de la masse de drapeaux tricolores plein cadre lors de la manifestation du 30 mai, organisée sur les Champs-Élysées pour le soutenir, qui serait la dernière image. Dans cette narration, en effet, la manifestation du 30 mai, réaction inquiète devant l'incertitude et l'ampleur des événements, est relue
à l'aune de la confirmation du général de Gaulle par ses élections législatives qu'il vient d'annoncer. Cette logique narrative est une construction médiatique de Paris Match, et elle est le signe d'une prise de position idéologique du magazine lorsqu'il la propose le 15 juin, car les élections restent à venir. La rédaction va répéter cette narration dans les 2 numéros qu'elle suit, à la fin du mois de juin. Mais cette fois-ci, les élections ont été faites, et donc on confirme, les numéros servent à confirmer, ou en tout cas confirment la lecture qui avait été proposée avant. Or, alors qu'au 31 mai, Life traitait les printemps français en donnant de l'importance à la dimension sociale des revendications et en prenant en compte l'issue incertaine des événements dans le récit qu'elle en proposait. Le 23 décembre, la rédaction de Life reprend la trame narrative visuelle, autrement dit la construction médiatique proposée par Paris Match. Donc on peut reprendre la trame narrative, une figure du pouvoir préoccupé, le duel étudiant-force de l'ordre avec le motif privilégié de la barricade, la contestation, la manifestation qui serait donc dans la 3e image, la première image de la 3e ligne, une société paralysée, le retour de Gaulle au pouvoir, figuré par la même photographie de Henri Bureau, le président qui revient de Baden-Baden. De plus, alors que Life, d'une façon générale, traite ses reportages en mêlant noir et blanc et couleur, ici, la proposition reste exclusivement noir et blanc. Autrement dit, l'emprunt médiatique reprend aussi le traitement monochrome de Paris Match et confirme ainsi le travail de mise en forme de l'information défini par Thierry Gervais et Gaël Morel. Le numéro spécial de Life médiatise non pas les événements du printemps 1968 en France, mais reprend ou remédiatise la médiatisation qu'en a construit Paris Match. Par ailleurs, la structure narrative visuelle donne leur sens aux photographies mobilisées. C'est parce qu'elles sont inscrites dans un dispositif qu'elles prennent un sens. On peut s'arrêter pour ce mécanisme sur 2 images. La première, le portrait du général de Gaulle qui replace sa mèche rebelle, qui est ici la première image. Ce portrait est pris en Roumanie, lors du voyage officiel du chef de l'État entre les 14 et 18 mai. Il y a du vent à sa descente d'avion et le général a ce geste pour se recoiffer. Ce n'est cependant pas cette information qui est portée par cette image dans le dispositif. Inclus dans la narration visuelle, elle est utilisée comme figuration de la préoccupation du président face au désordre de son pays. De la même manière, la photographie prise par Henri Bureau du retour du général de Gaulle à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, dans tous les attributs du pouvoir, le 29 mai, il revient donc de sa rencontre secrète avec le général des armées, est ici utilisé non pas pour une valeur informative qui attesterait du retour physique du général sur le territoire français. Dans le dispositif narratif global, elle permet surtout d'affirmer le retour du président dans le champ politique. Elle est utilisée comme support de narration. Autrement dit, elle correspond à ce qu'André Günther vient de nous définir, un usage illustratif. À ce titre, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est régulièrement republiée, d'autant qu'elle bénéficie de son unicité. Autrement dit, cette photographie qui réunit toutes les caractéristiques du document exclusif défini par la doxa du photojournalisme est ici providentielle parce qu'elle permet de figurer un des chapitres de la narration. Cette structure narrative va d'ailleurs se répéter, en particulier dans les autres numéros spéciaux, puisque je me suis arrêtée spécialement sur cela pour aujourd'hui. Donc, dans le numéro spécial de la fin de l'année 68 par Paris Match, on retrouve en 3 doubles pages le même récit. La contestation, le pouvoir préoccupé, le duel étudiant. Donc, vous voyez qu'ici, la photographie de Gilles Caron prend ce sens-là. Étudiant force de l'ordre, le retour du général de Gaulle et la masse de drapeaux du 30 mai qui viendrait confirmer ce retour au pouvoir. Dans cette version encore plus synthétique de la trame narrative visuelle proposée par Match, toutes les photographies ont déjà été utilisées dans les numéros publiés pendant les événements. Et la fameuse photographie de Gilles Caron, qui est prise le 6 mai, n'est déjà plus correctement datée et vient illustrer le pavé de texte de la légende. Autrement dit, le 18 mai, la France compte 10 millions de grévistes, toute la vie de la nation est paralysée, les manifestations dégénèrent en émeutes,
Service d'ordre et manifestants s'affrontent durement, photo en haut et à droite. De la même manière, dans le deuxième numéro spécial de Life, on retrouve la même structure narrative. Le duel force de l'ordre et étudiant, le motif de la barricade dans la deuxième double page, la contestation, le pouvoir préoccupé et les drapeaux qui réapparaissent en fin de reportage. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais j'avais prévu de vous montrer aussi que ces circulations de récits, donc qui confèrent aux images leur sens, et donc qui sont pas, l'image n'est pas seulement une synthèse de l'événement parce qu'elle raconterait elle-même, se passe aussi entre le traitement des événements dans un même numéro. C'est-à-dire que typiquement pour mon exemple, il est systématiquement traité et dans Life et dans Paris Match, en parallèle avec les événements contestataires de l'Université de New York Columbia. Et donc ils sont traités jusqu'à être sur la même page où on retrouve des reprises de photos, on mélange, on fait un cocktail et ça va ensemble. Ça, c'est la première étape. Et enfin, je peux vous montrer rapidement des images, si vous voulez. La deuxième étape, c'est qu'on retrouve aussi ça dans la succession des reportages et même dans la succession des numéros. C'est-à-dire que Life du 10 mai va publier un numéro intitulé « La mutinerie de l'Université de New York ». Le numéro qui suit dans Paris Match, c'est « La révolte étudiante ». Donc, ces emprunts relèvent en fait d'habitudes médiatiques. Et donc on peut effectivement parler de figures d'une rhétorique médiatique, car on les retrouve pour tous les événements ou pour une grande partie des événements. Donc je passe, mais je vous ai pris l'exemple de l'invasion des chars russes de Prague. Donc même image, même mise en page, et à peu de choses près, la même légende. Aujourd'hui encore, on retrouve ces emprunts. Je vous montre ici deux mises en page. Donc, sur la colonne de droite, c'est Life, de gauche, pardon, et sur la colonne de droite, c'est Le Monde 2 au printemps 2008, qui fait son hors-série spéciale année 1968 et qui reprend les dispositifs entiers publiés à l'époque par Life. Donc, le monochrome de mai 68, que j'avais annoncé comme marque importante de l'imaginaire médiatique construit par les événements, est un emprunt parmi d'autres, une marque médiatique parmi d'autres éléments qui participent à une rhétorique complexe, qui dépasse largement le cadre de la seule image ou même de la double page, comme l'avait montré Thierry Gervais. Ce sont des dispositifs entiers qui s'empruntent et qui circulent, dispositifs portés par les images et au sein desquels elles s'inscrivent en une structure narrative visuelle. Ces empreintes caractéristiques de pratiques professionnelles s'expliquent au fond assez bien. La vitesse de bouclage, le flux, le souci de rentabilité économique favorisent la réutilisation de matériaux existants et disponibles. Autrement dit, le plus souvent, des matériaux déjà payés. Ce sont autant de principes très pragmatiques, techniquement, économiquement, qui structurent cette fameuse mise en forme de l'information. Mais ces emprunts conduisent aussi à une répétition et une circularité des formes narratives portées par les images et montrent l'élaboration d'une fiction médiatique. Ces histoires en images des événements revendiquent une portée historique, alors même qu'elles élaborent un imaginaire purement médiatique de ces événements. Et donc, pour terminer, je voulais revenir sur deux peut-être pistes. Les historiens de mai 68 en France, qui sont ceux qui sont les plus en avance sur leur travail, sont en train de revendiquer un retour sur ce qu'ils appellent les mises en intrigue de l'événement, qui camouflent l'événement. Or, ce qu'ils nomment en fait mise en intrigue, en lisant les articles qu'ils produisent, c'est des mises en intrigue médiatiques des événements. Et la dernière chose, c'était donc inviter à... je trouve que pour nous, c'est une invitation à nous intéresser à l'ensemble du dispositif de la publication, et plus uniquement, mais aussi sur l'image. Je vous remercie.